Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles à Radio Sénégal. 13 heures au micro, François-Xavier Thiaw. Les titres de cette édition. La Gambie, en fait, c'est le 52e anniversaire de l'indépendance du pays, mais c'est surtout le premier sous l'ère Adama Barrow. Une dizaine de chefs d'État de la sous-région ont fait le déplacement, dont le président Macky Sall, invité d'honneur. Notre envoyé spécial Younous Diédhiou est déjà en ligne. Plusieurs quartiers de Dakar sans électricité demain. La raison, Senelec fait la maintenance préventive du poste de Bel-Air, le plateau, la Médina, Grand Dakar, entre autres zones qui seront touchées. 1,3 milliard de francs CFA, c'est un appui du Canada au secteur de la formation professionnelle. Le chèque a été remis hier, c'était à la clôture du forum sur l'autonomisation des établissements privés de formation professionnelle. Dans la deuxième partie du journal Les Sports avec Benoît Badiane, notre invité est le ministre de la Pêche qui vient de boucler un séjour de 48 heures en Mauritanie. Et puis en fin d'édition, la revue de presse signée Arona Diouf. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Bienvenue à toutes et à tous. Direction le stade de Bakau en Gambie, stade qui abrite ce matin les festivités marquant le 52e anniversaire du pays. C'est le premier sous l'ère Adama Barrow et le stade est pris d'assaut par une foule immense et plusieurs chefs d'État de la sous-région ont fait le déplacement, parmi eux Macky Sall, invité d'honneur. Macky Sall qui n'est pas encore arrivé au stade de Bakau. Younous Diédhiou. Younous Diédhiou. Younous Diédhiou qui apparemment n'est pas encore en ligne. Il se trouve au stade de Bakau où se déroule la fête de l'indépendance de la Gambie, 52e du genre. Macky Sall est l'invité d'honneur, le Macky Sall, le président du Sénégal, invité d'honneur, qui n'est pas encore entré au stade de Bakau. Younous Diédhiou. Younous Diédhiou apparemment couvert, nous y reviendrons d'un moment à l'autre. Beaucoup de quartiers de Dakar seront sans électricité durant la journée de demain dimanche. Senelec, qui procède à la maintenance préventive du poste de Bel-Air, va couper le courant dans plusieurs zones de la capitale. Le plateau, Médina, Grand Dakar, entre autres quartiers qui seront impactés. Les explications de Serigne Ibrahima Mbaye, chef du département maintenance, transport, énergie de Senelec. Il s'agit des travaux de maintenance préventive sur nos installations. Et pour ce cas, c'est le jeu de barre du 6-6 du poste de Bel-Air. Vous savez, le poste de Bel-Air, c'est une source qui alimente beaucoup de zones en même temps. Donc, couper le poste impacte tous les câbles qui partent de ce poste, et sachant que chaque câble alimente une zone, donc vous voyez que beaucoup de zones peuvent être impactées par la coupure. Les zones qui seront impactées par cette coupure sont la zone de centre-ville, le port de Dakar, la route des hydrocarbures, la zone industrielle, Pompiers, Colobane, Centenaire, Médina, Fass, HLM, Rudis, Grand Dakar, Sicap, Ouagouniaï et les environs. Mais en retour, nous avons pris des dispositions pour, autant que faire se peut, réduire la durée des travaux. Et là, nous allons mettre le paquet pour faire en sorte que la coupure ne dure pas très longtemps. Comme c'est une maintenance préventive, la durée elle est maîtrisée. Donc on va tout faire maintenant pour réduire la durée, pour réduire l'impact négatif sur les clients. Serigne Ibrahima Mbaye, chef du département maintenance, transport, énergie à Senelec. Le Canada appuie la formation professionnelle à hauteur de 1,3 milliard de francs CFA. Le chèque a été remis hier au ministre de la formation professionnelle. C'était à l'occasion de la clôture du forum intitulé « Autonomisation des établissements privés de formation professionnelle, enjeux et défis ». Le compte-rendu est signé Dior Ndiaye Cissé. Pour rendre autonomes les établissements privés du Sénégal, le ministère de la Formation professionnelle a initié le programme ESP-EP, un programme qui vise la dynamique des écoles vers l'entreprise et l'entreprise vers les écoles, selon Mamadou Talla, ministre de la Formation professionnelle. La particularité de ce projet, c'est d'abord de cibler pratiquement 14 centres au Sénégal, avec lesquels on va travailler dans leur financement, dans leur mode de pilotage et dans leur fonctionnement. Alors ça nous a permis donc pour la première fois de démarrer l'autonomisation de nos centres. Pour une fois, ces centres ont été directement financés. Ils ont été directement concernés et ce sont ces centres qui exécutent le budget. Et pour la première fois, nous l'expérimentons donc avec nos partenaires canadiens. Aujourd'hui, dans nos centres, c'est eux-mêmes, ce sont ces centres qui exécutent cette partie du budget, en tout cas qui a été financée et par l'État du Sénégal et par nos amis canadiens. SPEP, un programme qui montre
que le secteur privé est mis au cœur du dispositif de la formation professionnelle. Djouma Nying, coordonnatrice du projet ESP-EP. Le projet Essor du secteur privé est un projet qui a 3 composantes. Une composante développement de nouveaux programmes dans les secteurs prioritaires du plan Sénégal émergent, comme l'agriculture, la géomatique, les mines, l'agro-industrie, le bâtiment et les énergies renouvelables. Nous avons actuellement développé 17 programmes de BTS qui sont à consolider avec 7 nouveaux programmes et 5 autres programmes. Les établissements privés sont impliqués parce que le ministère de la formation professionnelle aussi appuie les établissements tant publics que privés. Le projet ESP-EP, qui est pour la qualité et la cohérence de la formation des établissements privés, doit prendre fin en 2021. Et on repart en Gambie pour voir Younous Diédhiou qui suit pour nous les festivités marquant le 52e anniversaire du pays. Younous Diédhiou, vous êtes en direct. Décidément, on a des problèmes avec Younous Diédhiou, nous y reviendrons. Les chantiers d'extension de l'université de Thiès avancent à grands pas. Un constat fait par la commission éducation, jeunesse et loisirs de l'Assemblée nationale. Des parlementaires qui se sont félicités de l'état d'avancement des travaux à Thiès. Aminata Dieye. Thiès, pôle universitaire et technologique. Ce projet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche prend forme. Les grosses œuvres des chantiers d'extension de l'université de Thiès et la construction d'autres infrastructures comme l'ISEP de Thiès, l'espace numérique ouvert et le bloc des 16 laboratoires sont très avancés. Marie Théoniane, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. La commission a visité les chantier de l'ENSA, chantier de l'UFR Santé de Thiès, l'auditorium qui est l'ancien palais des congrès, chantier sur la VCN, les chantiers de l'école polytechnique de Thiès, et elle a terminé par la visite ici des chantiers de l'ISEP de Thiès et de l'ENO de Thiès. Je pense qu'elle a mesuré les efforts consentis pour mettre en valeur les ressources qu'elle a bien voulu attribuer à l'enseignement supérieur et à la recherche dans le cadre de la vision du président de la République, M. Macky Sall. Le niveau d'exécution des travaux dans les différents chantiers a permis à la commission d'éducation, de la formation, de la jeunesse et des loisirs de l'Assemblée nationale d'être optimiste sur l'échéance fixée au mois de juin pour la réception des ouvrages. Honorable député Siré Ndiaye. Ce qu'on a constaté sur le terrain, on a vu qu'il y a les travaux qui avancent et que dans le cadre du plan Sénégal émergent, le ministère de l'Enseignement supérieur est en train de réaliser la vision du président Macky Sall. Que vu les travaux et comment ça avance, nous sommes convaincus que le délai sera respecté. Ces réalisations permettront à l'université de Thiès d'avoir ses propres locaux 10 ans après sa création et la montée en puissance du pôle universitaire et technologique sera assurée dans la cité du Rail. Aminata Dieye, Thiès, RTS. Pêche, changement climatique et sécurité alimentaire, le sujet était au cœur des débats au 4e salon Aliétis qui se tient à Agadir au Maroc. Il en ressort qu'il faut un changement de comportement pour asseoir une pêche durable. Envoyé spécial à Agadir, Khadifal Koulibaly. La variation de température et d'autres éléments résultant du changement climatique auront un impact profond sur la pêche et l'aquaculture avec des conséquences significatives sur la sécurité alimentaire. Raymond Layé de l'Institut de recherche pour le développement est catégorique. Tout un ensemble de perturbations, notamment d'augmentation du niveau de la mer, de réfugiés écologiques, augmentation de la température, une fonte accélérée des glaces, une légère augmentation de la fréquence et de l'intensité des tornades. Et puis aussi au niveau des masses d'eau, une augmentation du niveau des stratifications. Des diminutions de nutriments d'origine continentale et des apports en eau douce. Globalement, on assiste à des impacts sur les chaînes trophiques marines. Aussi au Sénégal, a-t-on pensé à une gestion durable des pêches? Maktar Thiam de l'UPAMES nous explique le label. Aujourd'hui, les Européens ont mis en place un système de labellisation qui fait que si nos produits ne sont pas labellisés demain, ils ne pourront plus entrer sur le marché européen. Parce que les consommateurs ont un souci de voir des produits pêchés durablement. Ils doivent savoir ce qu'ils mangent et s'ils ne contribuent pas à détruire nos mers. Sur cette base, nous avons conçu ce label que nous avons appelé Betelec, qui est dire qu'il faut qu'on pense aux générations futures à qui on doit laisser un peu de poisson. Pour sa sécurité alimentaire, le Maroc pense nouer un partenariat avec le Sénégal.
la secrétaire générale à la sécurité alimentaire marocaine, Madame Harouf. Tous les produits nous intéressent puisque nous sommes dans la sécurité alimentaire. Il faudrait qu'on puisse avoir des échanges, peut-être importer des produits. Je vois qu'il y a du thon, je vois qu'il y a de la sardine et ce serait peut-être une opportunité pour qu'on puisse faire des échanges. Le 4e salon Alietis d'Agadir appelle à une pêche durable basée sur un code de conduite comme la mise en place des aires marines protégées et un changement de comportement. Khadifal Koulibaly, Agadir, Maroc pour Radio Sénégal. 3e tentative pour joindre Younous Diédhiou qui se trouve au stade de Bakau. Bakau qui abrite les festivités marquant le 52e anniversaire de la Gambie. Younous Diédhiou, bonjour, vous êtes en direct. Younous Diédhiou. Younous Diédhiou. Younous Diédhiou, vous êtes en direct, allez-y, oui. Bienvenue à Gambie, en terre gambienne, où l'on célèbre le 52e anniversaire de l'accession de la Gambie à l'indépendance. Nous parlons de célébration de la fête de l'indépendance. Younous Diédhiou, que nous retrouverons lors de nos prochaines éditions dans de meilleures conditions. On rappelle qu'il se trouve en Gambie, précisément au stade de Bakau, le stade qui accueille ce matin une immense foule et plusieurs dizaines ou une dizaine de chefs d'État, dont le président Macky Sall, invité d'honneur du 52e anniversaire de l'indépendance de la Gambie. Il s'agit de la première fête donc, de l'indépendance sous l'ère Adama Barrow. Nous espérons retrouver Younous Diédhiou lors de notre prochaine édition dans de meilleures conditions d'écoute. La Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, Force du changement, prépare activement les élections de représentativité syndicale. Son secrétaire général en visite à Sédhiou promet d'œuvrer pour une unité syndicale. Ainsi, il s'agit de redonner au syndicalisme son lustre d'antan. Voici Cheikh Diop que je vous propose d'écouter au micro de Malamine Camara. Des élections ont été organisées en 2011. Un leadership a été conféré à une centrale syndicale. Et à d'autres, nous étions la 4e centrale. Mais est-ce que ceux-là à qui on avait conféré ce leadership, on l'a assumé? Nous, en tout cas, pour ce qui nous concerne, nous pensons que si ce leadership nous est conféré, nous allons assumer correctement le leadership du dialogue social pour renverser la tendance actuelle du dialogue social qui est un dialogue social de restitution, de conquête, porteur de progrès. Et un dialogue social qui réclame des accords signés et qui ne sont pas respectés, qui réclame des avantages qu'on nous a arrachés et qui ne sont pas rendus, ce n'est pas un dialogue social productif. Il faut donc renverser ce dialogue social, mais il faut surtout que le leadership soit assumé correctement, c'est-à-dire remobiliser la force syndicale, redonner au syndicalisme son pouvoir, donner aux travailleurs leur pouvoir d'organisation, de convoquer de grandes rencontres syndicales, des meetings syndicaux, des marches, des sittings, pour demander aux décideurs de régler le passif social, la grille discriminatoire du traitement des agents de la fonction publique. S'il y a des travailleurs qui marchent pour réclamer leurs droits, ils doivent vous voir à ses côtés. Qui font des sittings pour réclamer leurs droits, ils doivent vous voir à ses côtés. C'est ça le partage du leadership. Nous devons organiser les luttes. Il y a un manquement à ce niveau. Quelles sont les centrales syndicales qui revendiquent et qui luttent? Il n'y en a plus. Ce sont les organisations professionnelles qui revendiquent et qui luttent. Et pourtant, ce sont les centrales qui devaient encadrer ces luttes-là. Voilà, Cheikh Diop de la CNTS FCA Sédhiou, le 5e forum des négociations sur la zone de libre-échange continental en fin février à Addis Abeba se prépare ici à Dakar. Le comité national de négociation s'est réuni pour élaborer les modalités de libéralisation devant profiter à l'économie sénégalaise. C'était sous l'égide de la direction du commerce extérieur. L'étude d'impact sera validée avant la tenue de ce forum. Aboubakri Diako. Les échanges commerciaux n'excèdent pas 10% contre 11% de taux de croissance en Afrique. Il y a nécessité d'analyse afin d'augmenter le taux. Le comité national de négociation sur la zone de libre-échange s'y planche et mobilise les acteurs pour la libération du commerce continental. Aminata Assomdiata, directrice du commerce extérieur. Il y a un travail d'analyse qui est en cours. La direction du commerce extérieur en collaboration avec tous les départements concernés. Également, au cours de cette étude, nous sommes en train d'identifier les produits qui pourraient éventuellement être exclus de la libéralisation. Nous ne nous sommes pas encore fixés à ce niveau. Les experts du comité national sont en train d'examiner les documents de travail, notamment l'étude d'impact sur les options de négociation pour la libéralisation tarifaire et le commerce partant des documents élaborés par l'Union africaine. Aminata Assomdiata. Il ressort déjà de l'étude que nous avons examinée de l'UA que quand même 1% d'exclusion aura pour impact d'affecter 76% de nos importations en provenance de l'Afrique. Donc il convient quand même d'être très prudent
Mais comme c'est une étude de l'UA, on ne sait pas quelle est la méthodologie utilisée et quel est le niveau de produit pris en compte parce qu'ils ont regardé au niveau des échanges intra-africains. Mais nous, au niveau national, déjà, il y a ce travail qui est en cours. Et une fois que ce travail sera terminé, à ce moment, on pourra dire si le Sénégal est prêt maintenant ou pas. Le projet d'agenda sera validé d'ici avant la tenue du 5e forum fin février. Le comité national aura déjà procédé à l'analyse des modalités et compilé les propositions pour la libéralisation qui profite à l'économie sénégalaise. Le comité se dit fin prêt pour le 5e forum. Radio Sénégal, les sports. Les sports, c'est avec Benoît Badian en direct. Bonjour. Bonjour François-Xavier. Niary Tally vise une qualification au prochain tour de la Coupe CAF et c'est en football. Tout à fait, c'est l'ambition des Galactiques qui reçoivent cet après-midi les académiciens d'APGS Mfou du Cameroun au stade Demba Diop. L'efficacité et la détermination dans le jeu seront de mise pour NGB après avoir perdu à l'aller 1-0 il y a une semaine à Yaoundé. Demba Mbaye, l'entraîneur de Niary Tally Grand Dakar Biscuiterie, s'en explique. Il faudra qu'on se montre efficace. Les opportunités que nous nous créerons, il faudra immédiatement les exploiter, les concrétiser. Notre engagement, la qualité de nos mouvements offensifs et de notre animation offensive. Donc si on parvient à être efficace et qu'on montre beaucoup de détermination dans ce qu'on fait, beaucoup de vitesse aussi, je pense qu'on devrait être en mesure d'obtenir un bon résultat. Nous comptons sur nos supporters. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre philosophie à nous, enfin en tout cas mon staff et mes joueurs, on a surtout envie de mouiller le maillot, envie d'obtenir des résultats pour notre public, parce que qu'on soit chez nous ou à l'extérieur, ils se déplacent, ils sont toujours près de nous, ils nous soutiennent dans les moments difficiles. Donc aujourd'hui, c'est le moment de leur rendre tout ce soutien et de leur apporter l'immense joie de passer ce tour. Je pense que j'ai pas besoin d'appeler à la mobilisation parce que qu'on soit de Niary Tally, qu'on soit de l'US Gorée, du Diaraf, de Tenguet, je pense qu'on est avant tout tous sénégalais, tous amateurs du football local et donc je pense que au-delà de représenter nos couleurs, on représente aussi celles du Sénégal. Donc j'invite tous les compatriotes qui aiment le football sénégalais à venir soutenir notre équipe et aussi à soutenir l'US Gorée dans la tâche qui sera la sienne là-bas en Guinée. Voilà, c'était Demba Mbaye, l'entraîneur de Niary Tally APGS Mfou du Cameroun. C'est cet après-midi à partir de 16h30 au stade Demba Diop de Dakar en match retour des préliminaires de la Coupe CAF. Match que vous pouvez suivre d'ailleurs en direct et en intégralité sur Radio Sénégal. En Ligue africaine des champions l'Union sportive de Gorée défie demi-dimanche Orea AC de Guinée à Conakry. Un déplacement périlleux pour les insulaires tenus en échec 0 but partout à l'aller ici à Dakar. Et puis le championnat national de football professionnel reprend ses droits après plus d'un mois de trêve à cause de la Coupe d'Afrique des Nations à suivre dimanche et lundi le 11e tour des Ligue 1 et 2 toujours chez nous avec le championnat national amateur, match joué hier pour le compte de la 8e journée dans la poule A au stade Lat Dior de Thiès Football Club qui a battu Étoile Lusitana 1-0 et Seneps Excellence de Thiès et Kaolack FC ont fait match nul, un but partout. Football encore mais cette fois-ci en Europe. En France, la 26e journée de la Ligue 1 cet après-midi 16h Marseille-Rennes ou bien à 19h quand Lille-Metz-Nantes, Lorient-Nice ou encore Angers-Nancy en Espagne, la 23e journée de la Liga. Sporting Gijón, Atlético Madrid, à la mi-temps les deux formations étaient à égalité 0 but partout. À 15h15 Real Madrid-Espagnol-Barcelone, 17h30 Deportivo La Corogne à la baisse. À 19h45 FC Séville Eibar en Allemagne, la 21e journée de la Bundesliga. À 14h30 Hertha Berlin-Bayern Munich, Mayence-Werder de Brême, Dortmund-Wolfsburg ou encore à 17h30 Hambourg-Fribourg en Italie. À 17h Atalanta-Bergame-Crotone. À 19h45 Empoli-Lazio Rome de Diao Baldé Keita. Et puis en Angleterre on joue le 5e tour de la Coupe de la Reine à 15h. Millwall-Leicester, Huddersfield Town reçoit Manchester United ou encore à 17h30 Wolverhampton joue contre Chelsea. Kaolack Handi Imagine vise le carré d'as au terme du championnat national de handi basket. Le championnat national de handi basket qui démarre ce week-end, ambition affichée par les Kaolackois malgré des manquements en fauteuil roulant ou encore en équipement sportif. Cette année, le championnat se dispute en une poule unique de 10 équipes en aller et retour. Reportage de El Hadj Kane de RTS Kaolack. Le comité national de handisport démarre son championnat de basket ce week-end. 10 équipes sont engagées pour disputer le seul titre national.
L'équipe de Andy Imagine de Kaolack compte rehausser ses ambitions cette année. Sidi Fall, directeur technique de Andy Basket de Kaolack. C'est de faire partie dans le carré d'as, jouer les demi-finales. Pour jouer un match de basket sans avoir de problème, il faut avoir un bon fauteuil roulant qui est adapté à faire du basket. Et c'est ça notre demande de tout le temps. Une équipe qui est toujours confrontée à un déficit de matériel malgré ses performances. Un championnat constitué en une poule unique et qui s'annonce difficile pour les déplacements de l'équipe kaolackoise. Sidi Fall. C'est pour cette raison que nous allons jouer beaucoup de matchs. Et pour jouer beaucoup de matchs aussi, il te faut beaucoup de moyens. C'est pour cette raison que nous lançons encore un énième appel à toute la population kaolackoise, les bonnes volontés, les autorités, pour qu'elles viennent nous aider pour que l'Andy Basket de Kaolack puisse faire un bon championnat. L'équipe Andy Basket de Kaolack lance un appel à tous les Saloum et bonne volonté afin d'atteindre son objectif, faire partie du carré d'as. RTS Kaolack et l'Adjukan. Merci. Toujours en basketball, suite cet après-midi du deuxième tour des playoffs chez les dames à Saint-Louis au stadium Joseph Gueye, 15h30 Université Gaston Berger-Duc, à 17h Saint-Louis Basket Club Jaraaf. Hier, ASC Ville de Dakar a enregistré sa deuxième victoire d'affilée en dominant BOP 82-48. Asfo s'est imposé devant Bourg Basket Club 45-41. Chez les garçons, on joue le 13e tour du National 1 ou bien le championnat. À suivre cet après-midi à Marius Ndiaye à 17h30 Jeanne d'Arc Saint-Louis Basket Club et à 19h Union Sportive de Wakam Asfa. À suivre demi-dimanche à Marius Ndiaye Sibac ASC Thiès Mermoz Union Sportive du Rail et le choc entre AS Douane et Dakar Université Club. Et à Rufisque Saltigué reçoit Université Gaston Berger. Puis on joue également demi-dimanche le deuxième tour des préliminaires de la Coupe du maire de Dakar au terrain de la piscine olympique à 15h. US Parcelles Assainies Débaloc en garçon et à 16h Saltigué Débaloc chez les dames. Au terrain Cœur Jaraaf à 15h HLM Basket Club ASC Ville de Dakar chez les garçons. À 16h30 Union Sportive de Wakam Pikine Basket Club chez les dames. Et puis au terrain de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar à 15h Jaraaf Bop chez les garçons. Et à 16h30 Jeanne d'Arc Disso chez les dames. C'est tout pour les sports. François Xavier Thiaw. Merci Bono Badiane. Radio Sénégal. L'invité de la rédaction. L'invité de la rédaction est le ministre de la Pêche Oumar Gueye vient d'effectuer une visite de 48 heures en Mauritanie. Il était parti s'enquérir de la situation des pêcheurs guet-ndariens. Oumar Gueye répond aux questions de Awa Cissé. Monsieur le ministre de la Pêche, vous venez de faire une visite de 24 heures ici en Mauritanie et vous venez de rencontrer votre homologue mauritanien. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'issue de cet entretien? Cette visite s'effectue dans un contexte particulier où il existe quelques difficultés de nos ressortissants pêcheurs qui sont actuellement en Mauritanie. Mais nous avons d'abord d'emblée souligné que entre le Sénégal et la Mauritanie existent des relations fraternelles, amicales, des relations de coopération, de bon voisinage qui datent de très longtemps. Il est nécessaire de fructifier et de poursuivre aujourd'hui et pour les générations futures. Nous avons passé en revue la problématique de la pêche. Comme vous le savez, en 2001, le Sénégal a signé avec la Mauritanie un accord de pêche. Et cet accord de pêche est signé dans un contexte où chaque année, il fallait signer un protocole d'application de cet accord. Cela a fonctionné jusqu'en 2015. En 2015, la République islamique de Mauritanie a fait voter à leur Assemblée nationale une loi portant un nouveau code de la pêche et qui impose un débarquement des captures en terre mauritanienne. Lorsque nous sommes venus pour renégocier le protocole en 2015 avec les acteurs de la pêche qui habitent Saint-Louis, parce que chaque fois que nous venons, nous amenons les responsables qui sont dans la corporation des pêcheurs à Saint-Louis pour assister à nos rencontres, pour que nul n'en ignore. Lorsque nous sommes arrivés à ce point, je leur ai dit, vous avez vu que le code a changé en Mauritanie, est-ce que vous pouvez pêcher dans ces conditions? Ils m'ont tous dit non. Monsieur le ministre, ne signez pas cet accord parce que ce ne sera pas bon pour nous. Mais la conséquence, c'est que, ne signant pas ce protocole d'accord, les pêcheurs guet-ndariens ne pouvaient plus pêcher ici en terre mauritanienne. Chaque fois qu'ils rentrent dans les eaux territoriales mauritaniennes, ils sont en infraction et souvent il y a eu des arraisonnements. Et tout récemment, il y a eu un incident donc assez douloureux avec 3 pêcheurs blessés. Et nous avons évoqué également cette situation que nous regrettons. Voilà, monsieur le ministre, les pêcheurs ont manifesté, auparavant vous les avez rencontrés, et les pêcheurs ont manifesté leur volonté de rentrer. Que dit l'État sénégalais? Ces pêcheurs veulent rentrer, ils sont libres, il faut qu'ils rentrent. Et de ce point de vue-là, son Excellence, monsieur le Président Macky Sall, a mis à disposition 75 millions de francs CFA
pour les aider à rentrer. Ceux qui ont des pirogues et qui n'ont pas d'essence pourront acheter de l'essence. Ceux qui doivent rentrer par la voie terrestre pourront le faire avec des bus. Et tout cela encadré évidemment par notre ambassadeur ici présent, son Excellence M. Mamadou Tall, ambassadeur de la République du Sénégal en République islamique de Mauritanie. Qu'en est-il de leur flotte si l'on sait qu'ils ont plus de 4000 pirogues? Pour ces pirogues-là, effectivement, et pour lesquelles ils ont eu des contrats d'affrètement ou des contrats entre eux et les mareyeurs mauritaniens qui sont immatriculés en Mauritanie, dont la plupart portent le nom du mareyeur et non du nom du propriétaire sénégalais, entre guillemets, c'est là où il y a la difficulté. Et à ce niveau, les deux gouvernements ne peuvent quasiment rien faire. Il faut qu'ils s'arrangent entre eux, ou le mareyeur mauritanien accepte de faire une cession notariée. Pour ce point précis, c'est sur ça que nous nous sommes mis donc d'accord, et il y aura un encadrement rapproché de notre ambassadeur et du ministre de la Pêche de la Mauritanie. À quand la première vague de retour? Il y a déjà plus de 1000 qui sont rentrés. Les pirogues rentrent tous les jours. Aujourd'hui, plus de 200 pirogues sont déjà rentrées au Sénégal. Le secteur de la pêche est un secteur porteur, mais on se rend compte qu'on est toujours à l'état artisanal. À quand la modernisation de ce secteur? Vous savez, la pêche est divisée en deux parties. Il y a la pêche artisanale qui occupe beaucoup de personnes et qui assure 85% de notre débarquement. Et cette pêche artisanale se modernise sous plusieurs formes. L'outil de travail du pêcheur, c'est la pirogue motorisée. Si le pêcheur a des difficultés d'avoir un moteur, son exercice, sa profession est assez menacée. C'est pour ça que le président a décidé de les aider. 5 milliards, 5 000 moteurs, un moteur acheté, 1 million de subventions. Ensuite également, la modernisation des pirogues en bois qui vont passer en pirogue en fibre de verre. La pirogue en bois, c'est une durée de vie de l'ordre de 7 ans. La pirogue en fibre de verre, c'est 30 ans, voire 40 ans. Évidemment, elle coûte beaucoup plus cher, mais nous travaillons sur un mécanisme pour permettre aux pêcheurs d'acquérir la pirogue en fibre de verre tout en payant à tempérament. C'est comme ça que nous sommes en train de nous organiser pour cela, parce que le bois n'a pas d'avenir. Ensuite, la modernisation des infrastructures de débarquement, les quais de pêche. Soumbédioune, qui est en construction, Yoff, qui est déjà réceptionné, Pointe-Sarène réceptionné, Ngaparou réceptionné, Bargny en construction, Potou en construction, et ça va être réceptionné par son Excellence Monsieur le Président de la République le 25 mars. Ensuite, Goudomp qui est en construction, etc. Ensuite, le programme de la chaîne de froid, parce que qui dit pêche dit chaîne de froid, conservation des produits halieutiques, construction de complexes frigorifiques. Nous avons un programme de construction de 19 complexes. Ça va démarrer bientôt pour 10 milliards de francs CFA avec la coopération indienne. Beaucoup de sites vont en bénéficier, notamment les zones les plus éloignées des côtes. Ensuite, la liaison maintenant entre ces complexes et les zones de production, ce sont les camions frigorifiques. Nous avons un important programme de renouvellement du parc de camions frigorifiques. Nous allons en commander au moins 400 à 450 camions tout neufs qui seront également à la disposition des mareyeurs qui vont payer également à tempérament. Nous avons pris des dispositions couplé en cela par un nouveau code de la pêche très contraignant. Monsieur le ministre Omar Gueye, Radio Sénégal vous remercie. Radio Sénégal, la revue de presse. La revue de presse signée Arona Diouf. Condamnation de Barthélémy Diaz, convocation du maire de Dakar à la DIC, le duel Macky Sall, Khalifa Sall à la une de la presse. Adversité, Macky Khalifa bataille, ça les titres en rouge. Le quotidien ou Macky contre Khalifa, la reddition des comptes politiques écrit à sa première page. La Tribune, le maire de Dakar qui est donc convoqué par la division des investigations criminelles DIC pour être entendu sur sa gestion. Alors, si la reddition des comptes est tout à fait normale dans toute gestion, reconnaît Birima, ce qui est par contre anormal, souligne mon confrère de la Tribune, c'est qu'elle serve de prétexte pour solder des comptes politiques. Le maire de Dakar entendu sur sa gestion, et c'est l'inspection générale d'État IGE, indique Walf Quotidien, qui a mis les investigateurs sur la piste de Khalifa Sall. Alors, comme un certain Idriss Seck rappelle Mambiram Wathie, comme un certain Idriss Seck en 2005, c'est un rapport de l'IGE qui va aider le chef de l'État à freiner, accuse Walf, les ardeurs
d'un opposant. Surtout qu'aujourd'hui, tout le monde sait, relève la tribune que le maire de Dakar est et reste le maître incontesté de la ville. Du coup, malgré les débauches d'argent et d'énergie, ensuite sachant qu'il a en face de lui un adversaire qui risque d'annihiler toutes ses chances de reconquérir la ville de Dakar lors des prochaines législatives, le pouvoir affirme Birima lui cherche des poux sur la tête. Cette adversité est justement en perspective des législatives et de la présidentielle. Le constat de l'analyste du quotidien Macky et Khalifa officialisent maintenant la sale guerre. Le président de la République et le maire de la capitale qui ont toujours mené leur adversité par la voie électorale, explique Ahmad Khan. Au local, par exemple, au référendum et au Haut Conseil des collectivités territoriales. Mais aucun d'entre eux, souligne mon confrère, n'a jamais voulu prononcer le nom de l'autre. Alors aujourd'hui, on se parle enfin, s'exclame le quotidien qui rappelle que le chef de l'État ne l'a cité pour la première fois que dans Jeune Afrique, soulignant que le socialiste est libre de partir. Et c'est aussi jeudi dernier seulement, ajoute mon confrère, que le non moins adversaire de Tanor au PS a accusé nommément le président de la République de le faire déférer devant le procureur. Et puis Macky Sall à Banjul, la Gambie qui célèbre le 52e anniversaire de son indépendance. En l'absence du roi qui défiait les fleuves et les rivières, les Gambiens s'apprêtent à célébrer, se félicitent le soleil dans la joie et la liberté, la fête de l'indépendance de leur pays sous l'ère Adama Barrow. Le président Adama Barrow comme le messie qui doit redonner de l'espoir, espère le quotidien, redonner de l'espoir à un pays qui a ployé pendant 22 ans sous la dictature de Yaya Jammeh, conjugué à jamais au passé. C'est donc décrète Sambou Jean Camara du quotidien national. C'est la fin du pire et le début de l'espoir. Un immense espoir pour ces Gambiens qui saluent le choix porté sur Macky Sall, invité d'honneur de cette fête. Alors, dans une heureuse occurrence, ce que le commentateur du Soleil appelle la démocratie retrouvée. Cette démocratie va marquer de manière indélébile, espère mon confrère, une nouvelle étape dans les relations entre le Sénégal et la Gambie, deux pays si particuliers sur le continent, un peuple, deux États, et que tout autorise à espérer des lendemains partagés pour le meilleur, conclut mon confrère. À 13h32, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique en cabine Amadou Ndiaye, au CDM Oumar Sow. Journal réalisé par Momar Khadafi Diakhité, devant le micro François-Xavier Thiaw.